Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce rendez-vous de l'actu sur le thème « Peut-on revenir à l'équilibre de la sécurité sociale ?» que nous avons l'honneur de vous présenter. Je vais tout d'abord laisser le soin à Morgane de vous introduire le sujet. Merci Samed. Bonjour à toutes et à tous. Je commencerai mes propos par une citation. « Il faut libérer l'homme du besoin et du risque ». Cette citation de William Beveridge nous semble importante en cette période de crise sanitaire économique et fait bien écho. En effet, durant la crise sanitaire et économique que nous traversons, la sécurité sociale a su être présente en accomplissant ses missions de service public, par l'apport et la continuité des ressources des individus, l'apport d'aides exceptionnelles et des aides dans tout domaine aux Français. Ces actions se sont traduites pour répondre aux besoins des individus, mais aussi les aider à faire face aux conséquences économiques de la crise. Elles se sont traduites par une augmentation des dépenses, en parallèle d'une contraction des ressources, notamment due à une baisse drastique de l'activité. Alors que les comptes de la sécurité sociale étaient sur une voie encourageante, avec un retour à l'équilibre prévu à l'horizon 2023, l'équilibre des comptes de la sécurité sociale est complètement remis en cause. Généralement, l'équilibre de la sécurité sociale a fait souvent l'objet de débats au sein de notre société. Communément appelé trou de la Sécu, le déficit de la sécurité sociale a plus ou moins été important sur ces dernières décennies, mais jamais il n'avait atteint le niveau que l'on observe aujourd'hui. C'est dans ce contexte d'incertitude et de crise que nous souhaitons aujourd'hui nous interroger sur le potentiel retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Pour répondre à cette problématique, nous allons dans un premier temps vous montrer que l'équilibre des comptes de la sécurité sociale est complètement remis en cause cette année par notamment la crise sanitaire et économique, due notamment à une augmentation des dépenses et à une baisse drastique de l'activité. Mais nous verrons dans un second temps que le retour à l'équilibre peut être plus ou moins rapide suivant la mise en place de politiques publiques ambitieuses. Samed, peux-tu nous expliquer pourquoi l'équilibre des comptes de la sécurité sociale est complètement remis en cause cette année ? Bien entendu Morgane, merci. Cet équilibre est remis en cause dans une situation financière dégradée, dans un contexte de crise inédite. Historiquement, toutes les crises économiques ont un impact important sur les comptes et les soldes de la sécurité sociale. Mais cette crise a un impact jamais observé auparavant. Pour exemple, les déficits les plus importants dans l'histoire, c'était en 1995 avec un déficit de 10 milliards d'euros, en 2005 avec un déficit de 13,6 milliards d'euros, ou encore plus récemment, en 2010, avec un déficit de 28 milliards d'euros pour le régime général et le Fonds de solidarité vieillesse, suite à la crise dite des subprimes. Le déficit de cette année 2020 se retrouve 2 fois supérieur à celui de 2010, notamment avec une dégradation de 50 milliards d'euros par rapport au solde fin 2019, donc une dégradation de 50 milliards d'euros en une année, pour arriver à un solde de 52 milliards d'euros pour 2020. Les perspectives financières sont devenues alors caduques suite à cette crise de la Covid-19. D'après le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale publié en juin 2020, cette dégradation historique est prévisible sur la base d'une hypothèse d'une baisse du PIB en volume de 11% et une contraction de la masse salariale du secteur privé de 9,7%, sachant qu'un point de croissance de la masse salariale équivaut à peu près à 2 milliards d'euros de recettes pour le régime général. Aussi, pour faire face aux besoins immédiats, la capacité d'emprunt de l'ACOS a été augmentée. Ainsi, le plafond de ressources non permanentes de l'ACOS atteint 95 milliards au lieu des 39 milliards prévus initialement. Comme vous pouvez l'observer sur ce tableau, l'ensemble des branches de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse sont déficitaires. On remarque notamment que la branche famille a fortement été impactée avec un déficit de près de 31 milliards d'euros, déficit qui équivaut au déficit de l'ensemble des comptes de la sécurité sociale après la crise des subprimes. On remarque également que l'ensemble des branches sont déficitaires, et notamment la branche retraite, avec près de 15 milliards d'euros de déficit. Ça s'explique par notamment une contraction des ressources due à la baisse drastique de l'activité économique, mais aussi à une indexation des pensions plus favorable par rapport à l'année 2019. Au final, les comptes combinés de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse font état d'un déficit de près de 52 milliards d'euros. Samed, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail d'où vient ce déficit ? Effectivement, ce déficit s'explique par des dépenses supplémentaires, mais surtout par une conjoncture économique qui s'en retrouve particulièrement défavorable. Tout d'abord, ce qu'il faut très bien comprendre, c'est que face à la crise de la Covid-19, c'est la sécurité sociale qui va prendre en charge la majeure partie du soutien de l'État-providence. Ainsi, ce déficit annoncé n'est pas dû à une quelconque mauvaise gestion de la sécurité sociale ou à des questions démographiques ou à un abus des assurés sociaux, comme on pourrait l'entendre dans les débats à venir.
La sécurité sociale a été un vrai pilier en cette situation de crise sanitaire. Elle a joué un rôle d'amortisseur social. Et toutes les branches se sont mobilisées pour assurer la gestion de la crise et permettre aux assurés de continuer à recevoir leurs droits et leurs prestations. Ainsi, pour exemple, l'assurance maladie a mis en place un ensemble de mesures à destination des assurés, mais également des professionnels de santé et du système de soins. On peut citer par exemple des aides financières pour les professionnels de santé conventionnés qui ont eu des pertes d'activité, ou encore la suppression ou la suspension des délais de carence. Des mesures exceptionnelles ont également été mises en place dans le cadre de l'ONDAM et qu'on peut chiffrer à 12 milliards d'euros. Par exemple, des dotations pour l'achat de masques ou des financements supplémentaires à destination des établissements sanitaires et médico-sociaux. Les autres branches de la sécurité sociale ont également contribué à amortir les effets de cette crise. On peut citer la branche famille en maintenant des droits et en aidant les structures, par exemple les crèches, ou la branche recouvrement en reportant des échéances et en suspendant des contrôles et des recouvrements forcés. Ainsi, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoyait un solde initial de déficit de 5,4 milliards d'euros, donc un écart de 46,6 milliards par rapport aux dernières projections. Cet écart s'explique principalement par des pertes brutes de recettes, donc 42,8 milliards de pertes de recettes, dans des recettes du secteur privé, donc 25 milliards, et des recettes fiscales de 9,8 milliards. In fine, les dépenses supplémentaires ne représenteraient que 8 milliards d'euros dans l'explication de cet écart. Et je laisse Morgane le soin de vous expliciter quelques-uns de ces écarts. Merci Samed. Alors en effet, je vais rentrer un peu plus dans les détails sur quelques effets de la crise économique et sanitaire sur les comptes de la sécurité sociale. Tout d'abord, concernant le dispositif de l'activité partielle, il a eu un impact majeur sur les comptes de la sécurité sociale, notamment à travers un effet d'éviction de l'assiette des prélèvements sociaux. En effet, les individus étant placés sous cette activité partielle reçoivent une dotation qui n'est plus non plus considérée comme un revenu d'activité, mais un revenu de remplacement, et donc de fait non soumis aux cotisations sociales. Ils restent soumis à la CSG et à la CRDS. De fait, les recettes pour la sécurité sociale diminuent. Ensuite, concernant les produits issus des recettes fiscales, qui sont, elles, une des principales aussi ressources de la sécurité sociale, elles ont diminué, notamment du fait de l'activité économique, de la baisse de la consommation des ménages. Pour exemple, la TVA, qui est un des enjeux financiers majeurs de la sécurité sociale, a une perte de rendement pour l'année 2020 qui est estimée à près de 4,7 milliards d'euros. Les autres taxes et contributions sont elles aussi affectées, par exemple la CSG ou encore les droits sur alcool et tabac. Au final, on constaterait une baisse des revenus issus des recettes fiscales de près de 9,8 milliards d'euros pour l'année 2020. Autre effet sur les comptes de la sécurité sociale, ça a été le report massif de recouvrement. Ceci a été fait dans le but de soutenir les entreprises qui avaient une perte et une baisse de leur activité pour qu'elles puissent faire face à cette baisse. Ces reports massifs vont donc être recouvrés d'ici la fin de l'année. Néanmoins, on estime que certains de ces recouvrements ne pourront être effectués du fait notamment de la faillite d'entreprise. On estime aujourd'hui que d'ici la fin de l'année, il pourrait rester près de 9 milliards d'euros à recouvrer. Enfin, un focus sur le secteur agricole, qui est un secteur qui a aussi été touché par la crise. On note en effet une baisse de l'activité de 13% pendant la période de confinement et de 6% en sortie de confinement. Cette baisse d'activité va avoir aussi un impact sur les revenus auxquels on peut récupérer des cotisations sociales, et cette baisse est estimée à peu près un demi-milliard d'euros. Ainsi, on vient de le voir, les comptes de la sécurité sociale ont été complètement mis à mal par la crise de la Covid-19. On a eu pour toutes les branches une augmentation des dépenses, notamment pour la branche maladie, mais aussi et surtout une baisse des ressources due et corrélée à la baisse de l'activité économique. Dans ce contexte d'incertitude et d'un record en déficit de près de 52 milliards d'euros, je te demande, Samed, est-ce que tu penses que l'on pourra revenir à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale ? Oui, Morgane, je pense que cet équilibre pourrait être atteint dans les prochaines années, au vu de ce qu'on a vu par le passé, mais également des projections de croissance. D'abord, un petit focus sur les projections de croissance de la Banque de France qui ont été présentées en juin 2020, avec 3 scénarios. Un premier scénario favorable, qui prévoit une décroissance de l'évolution du PIB de 7%, un scénario dit sévère, avec une décroissance de moins 16%, et enfin, un scénario médian, sur lequel d'ailleurs on a basé l'ensemble de nos projections à venir, qui prévoit une décroissance de 10,3% pour l'année 2020,
puis une reprise rapide de l'activité, avec une croissance dès 2021 de 6,9%, puis 3,9% en 2022. Ces différentes projections dépendent d'éléments exogènes et incertains. Par exemple, le niveau de l'emploi. La prévision d'un taux de chômage en hausse de 3 points sur 2020 est prévisible et pourrait jouer dans ces projections. Également, l'avenir du dispositif de chômage partiel. Les arbitrages individuels vont également jouer. Les Français vont préférer consommer ou épargner. Les facteurs internationaux, donc tout ce qui est commerce international, termes à l'échange ou taux de change, ou encore les aléas, un nouveau confinement, une reprise de l'épidémie, voire d'autres épidémies à venir. Ici, vous pouvez voir la projection des comptes de la sécurité sociale sur la base du scénario médian de la Banque de France, mais également sur la reprise d'activité et d'équilibre après les crises antérieures, notamment celle de 2008-2009, où l'équilibre était pratiquement atteint 9 ans après le pic de déficit. Ici, nous prévoyons un retour à l'équilibre à l'horizon 2030. Mais Morgane, quel est le degré de certitude de ces projections ? Eh bien, on a un degré de certitude qui est très faible, car on le sait, les projections macroéconomiques sont aujourd'hui très difficiles du fait de la crise que nous traversons et que nous allons continuer de traverser. Et puis, il y aura les effets de la crise qui seront plus ou moins durables dans le temps et qui sont beaucoup moins quantifiables. Je vais en énumérer quelques-uns ici. Tout d'abord, concernant les revenus d'activité, on l'a dit tout à l'heure, le recouvrement de créances deviendra de plus en plus difficile. De même, on aura une progression des salaires qui sera moindre qu'auparavant. Concernant les impôts et taxes assises sur les revenus d'activité, comme explicité tout à l'heure, la baisse de l'activité aura un effet sur les rendements de ces recettes. Et enfin, un élément non négligeable, c'est l'épargne des ménages. Aujourd'hui, l'OFCE l'estime à près de 55 milliards d'euros, et on peut très bien se questionner sur l'utilisation ou non de cette épargne pour la consommation et, in fine, la relance de l'économie. Sauf qu'on le sait, on est dans un temps un peu d'incertitude et de crise, et les comportements d'individus entre un arbitrage consommation et thésaurisation pourraient aller vers la thésaurisation du fait d'une certaine crainte. Ensuite, de même que pour les revenus issus sur l'activité, les recettes issues du revenu des capitaux seront eux aussi impactées, avec notamment une baisse des rendements et des assiettes, par exemple pour les revenus issus des dividendes ou des revenus de placement. De même, les recettes fiscales assises sur la consommation des ménages seraient impactées, on pense notamment à la TVA. Autre élément qui est un peu plus d'actualité et qui répond à un enjeu démographique, c'est la création d'une 5e branche dédiée à la perte d'autonomie. Cette branche permet de pallier aux conséquences démographiques du vieillissement de la population. Mi-juin, l'Assemblée nationale a voté le principe de la création de cette 5e branche. Il permettra de répondre aux besoins, mais aura aussi en contrepartie des dépenses supplémentaires. Le rapport Libaud estime à l'horizon 2030 près de 9,2 milliards d'euros le besoin de financement pour cette branche. Ensuite, on a également du côté de la santé le Ségur de la santé qui permet des négociations et permet de voir les pistes évolutives pour les dépenses en santé et notamment les ressources allouées aux hôpitaux. On imagine très bien qu'elles vont augmenter dans les prochaines années, notamment on estime entre 5 et 8 milliards d'euros par an le besoin de financement pour la revalorisation des salaires, notamment pour les infirmiers, aides-soignants, médecins et autres personnels non soignants. Enfin, l'élément le plus incertain reste bien évidemment la survenance d'un aléa économique ou également une reprise de l'épidémie sur le territoire qui pourrait à nouveau impacter négativement les comptes de la sécurité sociale. Mais j'ai envie de dire, ne soyons pas si pessimistes. Et c'est pourquoi, avec Samet, dans cette dernière sous-partie de notre exposé, nous allons vous proposer une démarche où nous allons essayer de vous présenter des scénarios d'un retour à l'équilibre plus rapide. Effectivement, Morgane, un retour à l'équilibre plus rapide est envisageable avec des réformes et des politiques publiques ambitieuses. D'abord, un point rapide sur l'actualité avec le projet de loi sur la dette sociale, 136 milliards de dettes qui vont être transférées à la CADES. L'extinction de la dette portée par cette dernière se voit repoussée à 2033 au lieu de 2024 auparavant. Même chose pour la CRDS, qui aurait pu potentiellement être une source de financement pour la 5e branche dont vous parlez, Morgane, à l'instant. Ces projets de loi, on entend aussi de plus en plus un transfert de la propre dette Covid de l'État au compte de la CADES, ce qui aurait pour effet de repousser l'extinction de cette dette in fine à 2042. Avec tous ces transferts se pose la question de la solidarité intergénérationnelle.
Effectivement, les générations futures se verront dans l'obligation de combler les déficits d'aujourd'hui. Aussi, le Sénat propose une règle d'or d'équilibre des comptes de la sécurité sociale à partir de la loi de financement de 2024, pour ainsi éviter les déficits à venir, mais également pour éviter que les générations futures dépensent pour les déficits d'aujourd'hui. C'est dans ce contexte que nous vous proposons 3 scénarios pour un retour à l'équilibre plus rapide, mais également pour fortifier, j'ai envie de dire, la solidarité intragénérationnelle. Tout l'ensemble de ces scénarios se base sur les recettes. Il nous semblait compliqué de diminuer les dépenses dans une période de crise sanitaire inédite. Un premier scénario qui prévoit un retour à l'équilibre dès 2025 avec la seule suppression des exonérations bas salaires pour les revenus supérieurs à 1,6 SMIC. Un point sur ces exonérations. Leur utilité a été prouvée pour la création et le maintien des emplois pour les salaires entre 1 et 1,6 SMIC. Cette utilité est dégressive, avec un point de rupture à 2,5 SMIC, et du coup une utilité totale entre 2,5 et 3,5 SMIC. Ce que nous proposons, c'est la suppression de ces exonérations pour tous les salaires supérieurs à 1,6 SMIC. Le gain potentiel serait de 12 milliards d'euros, selon le Conseil d'analyse économique, ce qui servira à combler le déficit dès 2025 et pourquoi pas financer justement la 5e branche. Un deuxième scénario est envisageable, avec l'accroissement des contributions, principalement la contribution sociale généralisée. Le rendement d'un point de CSG est de 11 milliards d'euros. On peut imaginer une hausse d'un demi-point de CSG ou 1 point selon l'acceptabilité sociale. Sur le graphique que vous voyez, pour une hausse de 1 demi-point de CSG, un retour à l'équilibre serait envisageable dès 2026. Je laisse maintenant le soin à Morgane de vous présenter le 3e et dernier scénario envisagé. Merci Samed. Alors le dernier scénario que nous envisageons, c'est une diversification des sources de financement de la sécurité sociale et aussi un gain d'efficacité à l'encadrement notamment des niches sociales. Tout d'abord, concernant la taxe GAFA des géants numériques, nous pouvons très bien imaginer qu'elle soit allouée à la sécurité sociale. On sait aujourd'hui que son rendement est compris entre 300 et 500 millions d'euros et ce serait non négligeable pour les comptes de la sécurité sociale. Autre élément, même si, comme le disait Gilles Carrez, dans chaque niche, il y a un chien qui est mort, nous proposons de réduire et d'encadrer les niches sociales. En effet, d'après un rapport de la Cour des comptes de l'année 2019 concernant ce sujet et la loi de financement de sécurité sociale de 2019, l'évaluation du coût de ces niches sociales est compris entre 64,2 milliards d'euros et 90 milliards d'euros. Permettre de les encadrer pour réduire leurs coûts pourrait être une piste envisageable pour financer de manière plus efficace la sécurité sociale. Nous avons ici cité 2 exemples de niches sociales qui sont l'exemption d'assiette qui représente 7,5 milliards d'euros et les niches sur les impôts et taxes affectées de près de 3,6 milliards d'euros. Ensuite, nous voulions finir sur cette dernière slide sur des pistes que l'on pourrait imaginer de réformes ou de politiques publiques plus générales. Tout d'abord, concernant la politique de l'emploi. On sait très bien que ça va être un sujet très prégnant dans les prochaines années, notamment dû à une augmentation du chômage et la baisse de l'activité. Nous proposons donc de favoriser les politiques de l'emploi pour tendre vers le plein emploi. Ceci peut passer par une modulation du temps de travail, plus de flexi-sécurité. Mais pour nous, il nous semble important de parler de la politique de l'éducation. En effet, la crise sanitaire que nous venons de traverser a refait naître les débats sur les inégalités scolaires que nous connaissons en France aujourd'hui. Et nous savons très bien qu'un enfant qui connaît des inégalités scolaires importantes accumule moins de capital humain qui lui seront nécessaires pour augmenter son employabilité sur le marché du travail demain. Ainsi, en favorisant une politique de l'éducation pour réduire ces inégalités scolaires, nous augmentons les chances de réduire le taux de chômage plus tard. Enfin, autre piste que nous souhaitions partager avec vous, c'est le rôle de l'État comme État-providence qui augmenterait les compensations qu'il fait pour la sécurité sociale ou encore dans le cadre plus large de l'Union européenne. Nous savons que la Commission européenne a voté un plan de relance de près de 750 milliards d'euros, dont 500 milliards distribués sous forme de subventions aux États, donc à non rembourser. On peut très bien imaginer que la part qui sera allouée à la France pourrait être redirigée vers les comptes de la sécurité sociale pour combler plus rapidement le déficit. Je vais maintenant laisser la parole à Samed pour le mot de la fin. Merci Morgane. Ici, dans l'amphi Pierre Laroque, nous nous sommes tournés assez naturellement vers une citation de M. Pierre Laroque.
Donc la sécurité sociale, pour être efficace, doit reposer sur une solidarité nationale. Tout le monde doit participer à ses charges dans la mesure de ses moyens. Nous avons choisi cette citation car en ces temps de crise, il nous semblait qu'elle était plus que jamais d'actualité. Le besoin d'une redistribution, qu'elle soit verticale ou horizontale, se fait ressentir. Aussi, d'après les derniers sondages d'opinion, on voit que les Français sont très attachés à la sécurité sociale. Elle a aussi démontré en ces temps de crise qu'elle était un élément clé de notre pays. Elle est un fondement de notre société. Aussi, ce déficit ne doit en aucun cas être un prétexte pour remettre en cause la solidarité nationale, le modèle social français, et redéfinir ce qui doit être pris en charge par la collectivité et par l'individu. Nous vous remercions pour votre attention.